c'est une journée parfaite pour évoquer la situation de marché avec nos invités. On parlera des marchés émergents avec Bruno Vanier à mes côtés en plateau. Bonjour Bruno et bienvenue. Bonjour. Merci, vous êtes le président de Gemway Assets. Et puis on va parler des marchés en général avec Kevin Lenouaille, qui est le directeur de la gestion d'Avantgarde Investments à nos côtés également en plateau. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Vous allez nous livrer votre analyse de la situation de marché. C'est vrai que l'environnement est un peu plus compliqué, les signaux sont peut-être un peu moins clairs à ce stade, mais un mot quand même de votre positionnement. On ne connaît pas forcément encore tous Avantgarde Investments. C'est une jeune société qui a 1 an d'existence, Kevin, Absolument. Qui est positionnée sur la gestion de fortune. Vous êtes une société indépendante de gestion de fortune française aujourd'hui. J'aime bien l'idée d'être positionné justement sur ce créneau de la gestion de fortune. Est-ce qu'il faut comprendre que le constat de départ qui a amené la création d'Avantgarde Investments, c'est de dire que la manière dont les grandes banques opèrent la gestion de fortune aujourd'hui n'est pas satisfaisante pour tous leurs clients et que de l'autre côté, on a des CGP qui sont peut-être trop généralistes aussi pour certains de leurs clients? En tout cas, c'est un constat que l'on a pu entendre, notamment de la part de nos clients, absolument. Ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est qu'une partie de la clientèle, typiquement banque privée, comme vous le dites, notamment attachée à l'investissement, ce qui est notre spécialité, va juger aujourd'hui pour partie que l'offre est insuffisante, notamment avec parfois des écueils qui sont des écueils un peu d'industrialisation, finalement, dans le conseil qui est fourni sur les marchés financiers. Donc ça, c'est une première limite, avec un nombre de clients également qui est très important parfois pour les banquiers privés, mais également les gérants conseils. Donc ça, c'est évidemment une limite que nos clients nous remontent. Ce qui est pour nous là aussi un élément très différenciant puisque on limite naturellement notre nombre de clients par gérant à 50, donc c'est affiché et c'est voulu pour le coup. Et puis pour le coup, comme vous le dites par rapport au CGP, ce n'est pas du tout péjoratif, mais en effet, eux ont une approche qui est une approche beaucoup plus généraliste, finalement, sur le patrimoine. Là où nous, en effet, on va beaucoup plus intervenir en spécialiste des marchés financiers. Et on va d'ailleurs en accompagner certains, même CGP, sur leur clientèle privée, pour ceux qui le souhaitent, justement dans cette expertise financière nécessaire. Bon, spécialiste de l'investissement, donc pour le compte de clients privés, de clients fortunés. Kevin, comment vous analysez la situation de marché? Alors, on vit au rythme de la pandémie depuis plus d'1 an maintenant. On a bien analysé les différentes séquences et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans une phase un peu plus trouble, un peu plus complexe. Il y a beaucoup de bruit, les signaux sont peut-être un peu moins clairs aujourd'hui. Justement, comment vous faites la différence entre le bruit et les signaux qui vous paraissent intéressants à observer et à suivre? Entre le bruit et les signaux, aujourd'hui, typiquement, ce que l'on peut regarder, c'est les effets de cycle. En fait, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quel niveau du cycle on se situe ou à quel niveau du cycle, finalement, on va se situer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et ça, c'est évidemment intéressant parce que, selon la réponse que l'on donne à cela, les données macroéconomiques sont peut-être moins étonnantes, ou en tout cas, ce ne seront pas les mêmes que celles que l'on peut attendre. Le comportement également des entreprises ne seront pas les mêmes. Et globalement, les comportements investisseurs également sont changeants. Je pense qu'on peut tous ici être relativement d'accord sur le fait que le précédent cycle était particulièrement long, extraordinairement long. Là-dessus, la littérature nous l'a largement dit. Ce à quoi on s'attend, spécifiquement aujourd'hui pour le cycle qui arrive, c'est un cycle qui soit un cycle beaucoup plus court, potentiellement, un cycle plus puissant, plus racé, finalement, dans sa construction. Et donc, ça nous amène à une réflexion qui est intéressante, c'est de se dire, si aujourd'hui, on considère qu'on est bel et bien en début de cycle, ça, là aussi, je pense que le consensus est plutôt de ce point de vue-là, eh bien, nous, on va considérer chez Avantgarde Investment que la transition, peut-être vers le milieu de cycle, arrive dans les 10 à 12 prochains mois, donc de manière assez rapide, parce que la crise, finalement, n'est pas très loin derrière nous encore à l'heure actuelle. Au lieu d'avoir un cycle de plusieurs années, c'est un cycle de quelques années peut-être là qui se profile pour nous. On parle bien du cycle économique là. Absolument, tout à fait. Cycle économique sur lequel va devoir de toute façon à un moment se lisser justement le cycle financier. C'est ce qui nous intéresse derrière. Et voilà. Comment vous caractérisez justement l'idée du milieu de cycle? Alors, si c'est la prochaine étape là dans le cycle, si on y arrive assez vite, qu'est-ce que ça veut dire quand on rentre dans cette phase de maturité? Et comment le marché, lui, est déjà positionné par rapport à cette idée-là? Le marché, il est positionné, déjà, il le voit vis-à-vis des différents éléments. Ce qui peut plaider aujourd'hui pour un milieu de cycle, si on doit y venir, c'est... alors, on l'a vu, le timing de marché, ça vous le dites assez régulièrement, et les données économiques sont clairement des données encore de début de cycle. Ça, il n'y a pas encore de débat là-dessus. Par contre, dès qu'on regarde typiquement une politique monétaire, et je pense notamment aux États-Unis, c'est les grands débats qu'on a à l'heure actuelle, les réflexions qu'on se fait à l'heure actuelle typiquement sur la prochaine réunion de la Fed, sur Robert Kaplan qui commence à indiquer que le débat doit être nourri sur la baisse des rachats d'actifs, ça typiquement ce sont plutôt des symboles de milieu de cycle, donc le marché commence à s'y projeter de toute façon. Et puis la pression sur les marges également va être très impactante sur les entreprises, mais elle va être évidemment impactante dans la réflexion investisseur. La pression sur les marges que l'on est amené à connaître dans les prochains mois potentiellement,
On sait d'où elle vient évidemment de l'inflation, notamment des intrants, mais elle va avoir évidemment des effets de répercussion très importants sur les marchés financiers. Et donc typiquement, nous, dans nos allocations aujourd'hui, ça peut nous amener à regarder des titres qui sont typiquement des titres avec, j'allais dire, des pricing power qui sont relativement importants, par exemple. Ouais. Parce que la pression sur les marges, elle sera inéluctable pour certaines entreprises ou certains secteurs. L'idée que des entreprises vont trouver ou retrouver justement une capacité à passer les prix dans les prix finaux, dans la consommation, c'est quelque chose qui sera vraiment à analyser secteur par secteur, entreprise par entreprise. Exactement. Par contre, il faudra l'analyser évidemment secteur par secteur, entreprise par entreprise. Mais cette phase de transition, et même si on considère que l'inflation est transitoire, ce qui est le débat à l'heure actuelle, cette phase de réflexion sur l'inflation, elle va quand même se répercuter sur les marges des entreprises, ne serait-ce que de manière transitoire. Donc, aussi rapide que ce soit, éventuellement, on va devoir en prendre connaissance, on va devoir en prendre conscience justement dans nos allocations d'actifs. Bon. Le marché, il en est où effectivement par rapport à ça, et comment est-ce que vous ajustez ou comment est-ce que vous réglez les allocations que vous proposez pour vos clients aujourd'hui, Kevin ? Très concrètement, on l'a anticipé depuis le début d'année, mais ce que l'on va sûrement renforcer, c'est une surpondération typiquement de la partie européenne au détriment de la partie américaine, parce que statistiquement, on va considérer que la zone européenne est relativement plus cyclique que la zone américaine, donc on va aimer s'y positionner, et statistiquement, on a régulièrement de meilleures performances sur ce marché-là que sur le marché américain. Les primes aujourd'hui de risque... Dans cette phase du cycle, vous dites, c'est l'Europe, c'est ce qu'on commence à percevoir d'une certaine manière. On a une surperformance des indices européens par rapport aux indices américains sur une courte période, mais elle est là. Exactement, et d'autant plus parce que potentiellement le cycle est légèrement décalé aujourd'hui également en Europe. Les voyants sont plutôt ouverts de notre point de vue sur le côté européen. On peut parler évidemment des éléments techniques type euro-dollar, spread de taux, etc. Mais si on regarde les sujets du jour J, c'est typiquement la réouverture économique. Ça, c'est un sujet qui est devant nous, qui nous amène à être beaucoup plus cyclique dans les prochaines semaines, même si évidemment le mouvement est entamé. Nous, on va considérer qu'il peut durer, et surtout on a des valorisations qui elles sont des valorisations américaines qui sont déjà des valorisations de fin de cycle, même si elles peuvent s'ajuster. Au contraire, on a des valorisations aujourd'hui européennes qui nous semblent bien plus confortables et qui en tout cas elles nous amènent à nous y repositionner très clairement. Si on arrive dans une phase de cœur de cycle là, Kevin, est-ce que la stratégie c'est une stratégie action avant tout ? Est-ce qu'on trouve aussi d'autres intérêts, d'autres opportunités sur d'autres types de marchés pour profiter de cette maturité du cycle ou de cette première phase de maturation du cycle ? La phase transitoire elle est intéressante. Alors nous on va rester globalement assez surpondéré finalement sur les actions, ça sans trop de difficultés. Par contre il est clair que d'autres actifs ont vraiment notre faveur. Je pense notamment à des actifs qui vont jouer l'inflation. Ça, ce sont des choses que l'on apprécie particulièrement en portefeuille. On les a rentrés en portefeuille depuis la fin de l'année dernière, mais on va sûrement continuer la stratégie dans les prochains mois sans trop de difficultés. Et également des actifs de quantification, ce qui est beaucoup plus inédit pour beaucoup de nos clients. Mais si on considère que le repricing de courbe n'est pas terminé, ce qui est plutôt notre cas, nous on ne craint absolument pas aujourd'hui un taux 10 ans américain qui gagne encore quelques bips sans trop de difficultés. Non pas jouer la courbe en direct, mais son mouvement dans sa globalité, ça a un vrai intérêt pour nos clients. Donc oui, évidemment, on va parvenir aussi à se diversifier de ce point de vue-là. Donc un 10 ans américain à 2%, c'était alors une idée très consensuelle il y a quelques temps. Pour l'instant, on n'y est pas toujours, mais ça vous paraît toujours être une idée forte pour les prochains mois. Le 10 ans allemand qui redeviendrait positif aussi, c'est quelque chose... Ce sera, attention, ce jour-là, ce sera les gros titres quand on verra le 10 ans allemand positif. Mais pour vous, c'est tout à fait cohérent avec l'analyse que vous faites. En tout cas, c'est pas inéluctable et le mouvement, en tout cas, peut y aller. C'est-à-dire que de là avoir un 2% sur le 10 ans, je peux être assez méfiant. Déjà, je vais viser du 1,85, ça me semblait assez intéressant. Pareil, le 10 ans allemand, on le sait très bien, en territoire positif, ça c'est une borne psychologique que le marché n'a pas forcément envie de passer, sur lequel peut-être que les banques centrales, malgré le fait qu'elles agissent sur les taux courts, pourront quand même avoir un regard très fort. Mais cette phase transitoire, là où elle est intéressante, c'est qu'elle va créer des mouvements, encore une fois, et c'est ces mouvements qu'on doit suivre, et non pas viser forcément un point en tant que tel. Je comprends. Et vous dites l'histoire de l'inflation, elle n'est pas finie, parce que le marché s'est saisi quand même de ce débat depuis plusieurs mois maintenant. Les anticipations d'inflation, il y a plusieurs manières de les regarder, elles ont déjà quand même beaucoup remonté d'une certaine manière, mais vous dites non, c'est quelque chose, c'est un chemin qui est pas terminé de ce point de vue-là. C'est un chemin qui n'est pas terminé, c'est pas un chemin d'inquiétude pour nous. On ne parle pas aujourd'hui d'hyperinflation, on ne parle pas d'inflation excessive forcément, même si celle que l'on a devant les yeux, elle peut paraître très élevée, mais le chemin en tout cas qui est entamé pour nous n'est pas terminé. Absolument, parce qu'encore une fois, cette contagion au prix dans les intrants qui peut se retrouver ensuite dans les sortants finalement d'entreprise,
Celle-ci, le chemin n'est absolument pas achevé, et notamment typiquement en Europe. Bon, le cycle, donc ça reste quand même le cap que vous maintenez pour la stratégie d'investissement pour le compte de vos clients. Kevin, je regardais dans la dernière enquête de BofA là, qui est faite auprès des grands gérants d'actifs mondiaux. C'est toujours intéressant de voir comment ces gérants sont positionnés. La tech est au plus bas. Alors, je m'explique, hein. C'est-à-dire que le biais technologique de surpondérer la technologie dans les portefeuilles qui existent depuis plus de 10 ans est au plus bas depuis quelques années. La surpondération de la tech est au plus bas dans les portefeuilles depuis 3 ans dans cette enquête menée par BofA. Est-ce que ça envoie le début d'un signal intéressant quand on cherche des opportunités de marché, de se dire tiens, peut-être que c'est le moment de revenir sur ce genre de grande valeur technologique américaine? Est-ce que c'est trop tôt selon vous? Au risque d'être peut-être contrariant, nous on va considérer que c'est encore un peu tôt, absolument. D'accord. Moi je m'inscris justement tout à fait dans ce qui est dit par BofA aujourd'hui, une sous-pondération, nous-mêmes nous sommes sous-pondérés, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas présents. Non. On a des positions qui sont des positions historiques, par contre de là y revenir certainement pas, et de là à alléger quelques lignes, c'est ce que l'on a fait depuis le début d'année sans trop de difficultés. Parce qu'on a encore cette sensation que ce que l'on a appelé les étoiles du Covid, les stars du Covid, justement dans cette phase transitoire qui peut nous arriver, avec encore une fois des courbes qui n'ont pas fini leur mouvement, c'est relativement peu porteur aujourd'hui pour des technos, même si elles restent encore une fois, à long terme, tout à fait intéressantes pour certaines, sans aucune difficulté. Merci beaucoup Kevin, merci pour ces éléments d'analyse de marché, de stratégie d'investissement. Kevin Lenoy, directeur de la gestion d'Avantgarde Investment, avec nous dans Smart Bourse aujourd'hui à la mi-journée.